commencer avec Sabine, qui est directrice régionale de l'ADEME Grand Est. Sabine François, donc, si aujourd'hui on vous parle de l'impact numérique dans votre quotidien, comment vous pourriez le définir ? Alors, il faut savoir que l'ADEME est dans son ADN une plateforme. Par essence, on met en réseau, on connecte les territoires, les entreprises et on organise en fait tout le travail de capitalisation. Alors au quotidien, effectivement, dans notre fonctionnement au quotidien, on a complètement intégré les outils numériques et on les intègre d'autant plus que on fonctionne souvent en multisite. Hein, vous avez tous eu connaissance de la réorganisation et maintenant il faut qu'on constitue des administrations et des structures réparties sur plusieurs sites et on doit créer ce sentiment d'appartenance entre les différents sites. Donc on n'a pas développé le don d'ubiquité, on n'a pas développé non plus l'hologramme, mais on a opté pour la visioconférence et c'est vraiment des outils qu'on utilise massivement. Ensuite, dans notre ADN également et dans notre rôle premier, on se doit d'être précurseur, faire preuve de créativité. Et du coup, on a besoin de co-construire en interne, de mettre en place des pratiques très participatives entre les équipes. Et du coup, on utilise massivement les réseaux sociaux internes, les espaces collaboratifs. Et puis, par rapport à nos missions, si on veut effectivement généraliser la transition énergétique et changer de modèle économique, il nous faut valoriser ce qui se fait de mieux sur les territoires, être capable aussi de mieux exploiter les données, de les rendre accessibles aux partenaires. Et donc, du coup, on a encore deux gros chantiers à mener pour pouvoir percoler en utilisant tout le travail que l'on fait sur les sujets énergie, économie circulaire, déchets. Ensuite, on aura des conférences cet après-midi qui évoqueront les missions que l'on porte, notamment sur la ville intelligente. On a effectivement besoin de solutions numériques et là aussi on accompagne des solutions des startups. Aujourd'hui on a mis en exergue la startup Mobilise qui va travailler sur l'analyse des déplacements en temps réel sur des agglomérations. Donc voilà, donc dans nos missions on essaye de porter des projets innovants. Et puis, autre exemple aussi, ça va être tout ce qui est gestion des flux énergétiques, bien sûr, être en capacité d'accompagner le développement d'outils pour optimiser l'utilisation de l'énergie sur les territoires. Enfin, on se rend bien compte que l'ADEME est une plateforme, mais elle ne va pas pouvoir accompagner individuellement l'ensemble des ménages et des entreprises. Ce n'est pas les 950 ADEMiens que nous sommes qui allons pouvoir effectivement faire monter tout le monde en compétences. Et l'outil numérique sera un facilitateur pour pouvoir connecter à la fois les entreprises entre elles, livrer et rendre accessible tout ce qui est écotechnologie et également apporter des solutions financières. Et donc, on a eu ce matin un excellent pitcher sur notre labo d'innovation territoriale, puisque c'est le projet que l'on veut porter avec les partenaires qui sont ici présents, à la fois énergéticiens et également financeurs tels que BPI, CDC, etc. Voilà, donc la transition énergétique écologique rime avec transition numérique. Merci Sabine. Je vous laisse passer le micro à Franck Wittenberger. Vous êtes directeur national territoire et projet d'avenir GRDF. Donc quand on entend le mot projet d'avenir, ça laisse rêveur. On se dit qu'est-ce que sont ces projets d'avenir et comment le numérique est en train de changer totalement votre entreprise. Alors déjà bonjour. Donc je vais essayer de... Alors je me suis posé la question finalement, qu'est-ce que je vais rechercher dans cette intervention ? C'est de donner envie à toute l'intelligence qu'il y a dans la salle et essayer de montrer en quoi finalement la transition énergétique a besoin de la révolution numérique. Alors vous savez qu'en matière de gaz, on a entamé la troisième révolution gazière, celle de passer du gaz naturel au gaz vert. Et pour ce, j'ai illustré sur 5 défis finalement que l'on a. Et c'est vrai que ce matin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais rebondir, sur le crowdfunding ou par exemple le blockchain. Alors le premier point, c'est donc le verdissement du gaz en France. Un objectif qu'on partage d'ailleurs avec l'ADEME, un objectif ambitieux. 2050, nous pensons que
très grande partie, entre 3/4 voire 100% du gaz en France sera un gaz vert. Donc c'est une vraie révolution. Alors aujourd'hui, on est à l'émergence de ça. Aujourd'hui, on fait le gaz vert à travers de la méthanisation qui est mature, dans lequel on a un objectif, un challenge. Et c'est vrai pour l'ensemble des ENR. C'est pas tant compliqué d'avoir des ENR que d'avoir des ENR à un prix compétitif. Et là, en matière d'innovation, il y a énormément de choses à faire, en matière de numérique aussi, pour faire en sorte que ce gaz soit le moins cher possible pour la collectivité. Et c'est un vrai enjeu de société. Alors, ça c'est pour la méthanisation, mais on sait qu'on n'atteindra pas les 3/4 de gaz vert uniquement avec la méthanisation. Pour ça, il y a aussi des sauts techniques, il y a notamment la gazification, qui là aussi nécessite énormément d'investissement et d'innovation pour faire en sorte que cette technologie soit mature. Alors, GRDF, donc réseau de distribution, on prend aussi le numérique pour moderniser en profondeur nos réseaux. Alors, on va y mettre de la nanotechnologie. On va déployer 11 millions de compteurs, 10 communicants, à partir du 1er mai, et ce pendant 6 ans. Et donc, on va réellement rendre ce réseau de plus en plus communicant. Et pour ça, évidemment, nous avons besoin du numérique. Par exemple, on parlait ce matin de la blockchain. Aujourd'hui, le gaz vert est suivi à travers des certificats de garantie d'origine. Nous sommes en train de réfléchir, donc s'il y a des personnes qui sont des experts de la blockchain, venez me voir. Nous sommes en train de réfléchir pour mettre en France un système de blockchain sur le suivi justement du gaz vert. Ce matin, on en avait quelques-uns, donc je pense qu'ils vont venir vous voir. Excellent. Alors, après, nous avons un autre challenge qui est celui de la complémentarité des réseaux. Nous pensons que la solution de la transition énergétique, c'est la complémentarité des réseaux et non pas l'opposition d'un côté l'élec, de l'autre le réseau de chaleur et enfin le gaz. Et notamment, j'allais illustrer 2 points sur lesquels il y a des innovations majeures qui sont attendues vis-à-vis de l'électricité. Le premier point, c'est que nous pensons qu'un certain nombre de techniques vont pouvoir permettre de gérer, de contribuer à gérer la pointe élec, notamment puisque vous savez que si on prend par exemple des packs hybrides, on va pouvoir produire de l'électricité à un moment opportun, là où justement le réseau d'électricité est en tension. Nous pensons aussi que, vous le savez, les énergies électriques renouvelables sont intermittentes. Nous pensons que, oui, gérer l'intermittence à la maille quotidienne ou hebdomadaire se fera probablement par des batteries. Nous pensons que, pour autant, la gestion de cette production intermittente à la maille annuelle et donc cyclique par rapport à l'été, dans lequel il y a là effectivement du soleil, et l'hiver, dans lequel nous avons besoin d'énergie, nous pensons que le gaz pourra gérer en partie ce stockage à travers le power to gas. Là aussi, beaucoup d'innovations et notamment d'attente du numérique, qui est quoi? Qui est la transformation de l'électricité en hydrogène, cette transformation d'hydrogène en CH4, donc en méthane, et de venir utiliser les zones de stockage en France, puisque nous avons 150 TWh de zones de stockage en France. Et là, donc il y a un gros rôle par rapport à l'électricité. Et enfin, les compteurs communicants, ça va donner beaucoup de données. Aujourd'hui, on a pour chacun de vos compteurs, au mieux, une information tous les 6 mois. D'ailleurs, on vous gêne quand on vient faire la relève. Avec les compteurs communicants, on ne viendra plus vous gêner. Mais surtout, on aura une information quotidienne qu'on va évidemment transmettre aux consommateurs. On va également agréger ces informations, les donner aux collectivités locales et à part ça, travailler avec les collectivités locales en partenariat pour permettre à chaque collectivité d'avoir une meilleure compréhension de son écosystème et faire une planification énergétique plus brillante. Et enfin, et ça concerne beaucoup de personnes dans la salle, GRDF a fait le choix de mettre ces informations en open data parce que nous sommes persuadés que c'est à travers les startups que l'on va développer un certain nombre de nouveaux produits qui vont permettre la maîtrise de l'énergie. Donc, en résumé, et je terminerai par ça, le numérique augmente très significativement le champ de la connaissance et c'est une condition indispensable pour nous pour réussir la transition énergétique. Merci. Merci. Attendez, pile dans le timing. Ah, bravo. On peut vous applaudir. Donc, je vous laisse passer le micro à Olivier Rigaud. Bonjour. Vous êtes membre du directoire Batigère, directeur général de Présence Habitat et Amelie. Oui. Et on se demande quel est l'impact du numérique sur le monde du logement social ? Et quels sont vos enjeux pour vous avec Batigère tout particulièrement? D'accord.
Eh bien, déjà, concernant le monde de l'immobilier et du logement social en particulier, on est rarement dans ce type de manifestation, encore aujourd'hui, qu'on est un petit peu en retard hein, par rapport aux propos qu'on vient d'entendre. Juste pour marquer les choses, aujourd'hui, le monde HLM, c'est plus de 12 millions de personnes logées, donc c'est finalement un client sur 5 en France qui habite un logement social. Et c'est vrai que toutes ces transformations, on en vit d'autres, nous interpellent sur des fondamentaux. Les bailleurs sociaux sont dans un carcan juridique, des statuts HLM qui ne leur permettent pas forcément de développer tous les services. On n'a pas le droit de commercer sur tout sujet. On a une relation client qui est particulière. On est porteur d'une mission d'intérêt général. On a des clients qui peuvent être particulièrement fragiles, parfois qui n'ont pas choisi leur logement. Et puis la particularité, c'est qu'ils habitent chez nous. On les a dans nos murs, parfois 24 heures sur 24, au-delà du fait qu'ils puissent consommer des services. Nous sommes confrontés en tant qu'opérateurs de la cité à tout un tas de transformations. Au niveau de la démographie, hein, bien entendu, on est interpellé par le maintien à domicile des personnes âgées et très âgées. On est confronté à la problématique de l'accès au logement des jeunes, du fait d'un problème d'accès à l'emploi avant que ce soit un problème immobilier. Et puis on est confronté aux nouvelles formes d'usage du logement à travers des colocations qui ne sont pas forcément permises par la réglementation, mais que l'on constate dans notre parc. Les enjeux numériques de transformation de l'informatique en général ouvrent de nouveaux sujets, de nouveaux champs. Pour nous, notamment la chaîne immédiate d'information entre le client, le bailleur nous-mêmes et l'entreprise, par exemple, celui qui entretient l'entreprise qui entretient les ascenseurs, avoir simplement un message de l'ascenseur qui se déclare auprès du locataire comme quoi il est en panne et que l'intervention va arriver. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels la profession travaille aujourd'hui. Et puis on a des sujets liés de près ou de loin à la dimension environnementale également. Le monde HLM est plutôt bon élève dans le travail sur la performance énergétique, l'amélioration de la performance du parc. Et on sait que c'est un enjeu fondamental pour les clients du parc HLM, puisque aujourd'hui le loyer n'est pas vraiment un problème pour les locataires grâce à l'APL, notamment pour faire très vite. Mais c'est surtout le sujet des charges de chauffage, d'eau, d'électricité en général qui mettent en difficulté nos clients. Et on est donc obligé de s'investir fortement sur ces sujets-là. Donc la profession HLM s'organise, développe un projet fédéral sur toutes ces thématiques-là. Et Batigère essaie d'avancer un petit peu plus vite que la profession sur ces sujets. Donc pour les locaux, Batigère, je pense que vous connaissez un petit peu au moins de nom, mais c'est aujourd'hui un réseau de 145 000 logements, 2000 salariés sur la plupart des régions françaises, dont le Grand Est et l'Île-de-France principalement. Donc nous travaillons sur notre projet d'entreprise qui est annoncé comme une ambition de réussir notre transformation numérique responsable, parce qu'on considère aujourd'hui que cette transformation numérique est certainement l'un des principaux chemins pour répondre aux quelques enjeux auxquels j'ai fait référence juste avant. Donc on est concerné par des sujets comme tout, opérateur immobilier. Tout à l'heure, il y aura, je crois, un exposé sur le BIM, hein, sur la maquette numérique, comment on conçoit des logements en maquette dématérialisée. Nous, on est complètement interpellés avec nos 150 000 logements. Qu'est-ce qu'on fait du stock par rapport à ces sujets-là? Et c'est des investissements extrêmement lourds. On est sur des sujets d'extranet, alors on n'est pas très en avance, on est moins en avance que le secteur bancaire, mais en attendant, chez Batigère, on a développé un extranet qui permet à nos clients de traiter la plupart des sujets administratifs, de nous interpeller sur les problèmes techniques, et on est en train de passer à un module applicatif de cette interface extranet. Et puis on essaie de travailler avec des startups. C'est pas moi ça, c'est pas une préparation. Ah mais, quelle page de pub? Quelle page de pub? C'est ça, quand on réussit bien sa conférence Voilà. et qu'on est grand témoin, on a le droit à une annonce en plein milieu. Il n'y a pas de buzz pour arrêter le contour. On est désolé, on vous accorde même 30 voire une minute de plus. J'en prendrai pas tant, c'est trop gentil. Simplement sur les startups, aujourd'hui on est vraiment au balbutiement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la co-construction, on est à peine dans le partenariat, on reste plus dans une relation client-fournisseur avec des entreprises émergentes. Et on travaille surtout sur les sujets connexes au logement tels que les garages, les stationnements, sur lesquels on a des partenariats avec WeStock, YesPark, ZenPark, etc. On teste notamment en Ile-de-France tous ces sujets-là. Et puis il y a le volet social, la plus
proche du cœur du monde du logement social. On essaie de travailler l'analyse de la data sur la performance sociale, sur la prévention de l'impayé, comment on détecte en amont, par l'analyse des données, des situations précurseurs de situations d'impayés qui peuvent conduire à des pertes de maintien dans le logement, voire des expulsions, et comment on analyse toutes les données de nos systèmes pour cette performance sociale. Et puis sur le maintien à domicile, je l'évoquais sur la maîtrise des charges, comment, et là aussi s'il y a dans la salle des gens qui travaillent spécifiquement là-dessus, comment en temps réel on arrive à informer, mais au sens fort du terme, nos clients sur le coût de l'usage du logement en temps réel, la lumière qui reste allumée, la température un petit peu trop élevée, et comment on les informe non pas en watts ou une fois par mois ou tous les 2 mois, mais en temps réel sur ce que leurs petits gestes au quotidien, pas réalisés, leur ont coûté en euros à la fin de la journée. Et puis on travaille aussi, pour finir, sur le maintien à domicile des personnes âgées. Là, il y a beaucoup de solutions possibles. En tous les cas, dès cette année, on se lance sur des foyers de personnes âgées, sur des réhabilitations dans lesquelles on va intégrer cette dimension. Eh bien voilà, on va continuer notre tour de table avec Olivier Balestrassi, qui est directeur Grand Est KPMG. Alors j'aimerais que l'on sache un peu plus sur les modifications qui ont entraîné finalement l'arrivée du numérique dans votre propre structure. D'abord, bonjour Christian, bonjour Laura, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Vous n'avez pas un livre à vendre, c'est le moment. On peut vous vendre plein de choses chez KPMG. Un livre, déjà, il aurait été dématérialisé, donc vous l'auriez trouvé sur notre site. Mais vous trouvez plus que ça, parce qu'avant, les experts comptables travaillaient sur des livres. Désormais, ils travaillent de façon dématérialisée. Donc, vous voyez, je pense qu'on a mieux à vous offrir que ça. Alors, le numérique, il impacte comment les cabinets comme le nôtre? Il impacte tout simplement les entreprises, donc la façon dont on travaille avec elles. Aujourd'hui, on pourrait, si on le fait en interne, on se projeter en disant que à partir du moment où il n'y a plus de matérialité des informations, chacun pourrait travailler chez soi, derrière sa tablette, en visio, en Skype et compagnie. Et notre cabinet pourrait être finalement qu'une forme de fédération d'intervenants qui travailleraient ensemble, mais sans qu'on ait de bureau pratiquement. On est encore loin d'être là. On a aussi des enjeux qui sont pas directement du numérique, mais qui sont indirectement liés, qui sont comment on garde ce lien humain entre les intervenants, qu'ils soient internes, mais aussi nos clients, et ceux avec lesquels on travaille pour leur apporter du service, que les experts comptables et les commissaires aux comptes et les conseils de KPMG, ils travaillent souvent avec d'autres compétences pour apporter le meilleur service. Donc on a cet enjeu. On a aussi, nous sommes une entreprise physique, donc nous avons des moyens, nous avons des locaux, nous avons des services qui sont apportés à nos clients ou en interne, et on s'est dit, finalement, tout ça, on pourrait donner peut-être une plus grande utilité, avec pour objectif de faciliter la vie de nos collaborateurs, peut-être de donner du sens, parce qu'on voit bien notamment vis-à-vis des plus jeunes générations que cette notion de sens, de savoir pourquoi ils viennent dans une entreprise au-delà pour que simplement percevoir un revenu qui leur permettra de vivre, elle est de plus en plus importante. Donc on a réfléchi autour de toutes ces thématiques, mais on n'est pas les seuls. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui qui se projettent se posent ces questions, et on s'est dit finalement, la vérité, on ne la connaît pas forcément aujourd'hui, mais on peut peut-être lancer des actions très concrètes. Et nous, en région Est, nous avons lancé des actions très concrètes comme celles que je vais vous décrire actuellement. On a par exemple permis à nos clients, c'est presque des clients, nos collaborateurs aujourd'hui, ils sont très exigeants, et avant de venir chez nous, ils sont presque parfois plus regardants que les clients. Donc nos collaborateurs, on leur permet d'utiliser les services qui sont ceux de KPMG dans ces locaux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce matin, on a dit que la maison était la cabine d'essayage. Moi, si je dois me faire livrer des chaussures, elles ne passent pas dans la boîte aux lettres, donc elles arrivent au bureau, comme tous les autres collaborateurs. Et si je dois les renvoyer, il y a la personne de l'accueil qui va mettre le petit scotch qui va bien, qui va les faire repartir. Pareil, dès qu'on a des outils qui sont accessibles aux collaborateurs, on leur permet de les utiliser, parce que leur vie, elle est de moins en moins compartimentée entre une vie professionnelle qui irait du matin au soir et une vie perso qui commencerait au moment où on rentre chez soi. Aujourd'hui, les deux vies, elles sont complètement mêlées. Donc on leur permet d'utiliser des choses très concrètes. Je vous ai parlé des systèmes de livraison, mais il y en a d'autres. On met aussi en place des endroits où ils peuvent... si par exemple ils doivent déménager, on a des outils qui permettent de passer de bureau en bureau, on leur donne. Ça c'est tout bête, mais tout ça c'est l'idée et on le fait parfois avec nos clients, c'est dire tout ce qu'on a, on peut le partager et créer de la facilité pour chacun, que ce soit nos clients ou nos collaborateurs.
On a aussi une action qui est toute récente, qu'on lance en test à Metz. On a des locaux, on avait quelques mètres carrés disponibles, et on a lancé un espace de coworking dédié à nos clients, mais aussi aux autres acteurs avec lesquels nous travaillons, qui permettra à chacun de venir à tout moment de la journée disposer d'un espace où les personnes vont trouver de quoi recharger leur portable, une petite imprimante, parce que de temps en temps, on a encore besoin d'imprimer ou de scanner un document, un bar où il y aura du café, du thé, etc. Et puis aussi un endroit un peu plus cosy avec un canapé, des fauteuils hauts, etc. Avec l'idée que, et d'ailleurs ça a été compliqué à expliquer à nos collaborateurs, c'est qu'en fait ils n'ont pas droit. Tout simplement parce qu'ils ont d'autres endroits, rassurez-vous. Mais cet espace, il est dédié pour que nos clients, quand ils n'ont pas rendez-vous avec nous, ou avant ou après un rendez-vous, c'est possible aussi, ils viennent et ils sont chez eux, chez nous, ou chez nous, chez eux, on ne sait plus trop d'ailleurs comment dire les choses, avec l'idée que voilà, ces mètres carrés qu'on avait à mettre à leur disposition, on est très heureux qu'ils puissent leur partager, ça leur facilite beaucoup la vie. Donc c'est des choses concrètes, de manière à garder du lien, et puis de partager ce qu'on a tout simplement. On n'est pas dans une projection à 10 ou 15 ans, on est aujourd'hui une réalité opérationnelle et on fera d'autres choses. Donc voilà l'esprit dans lequel nous construisons cette évolution, non pas numérique, mais dans le cadre d'un monde numérique. 5 minutes pile, bravo. On va vous applaudir également parce qu'effectivement, vous avez parfaitement respecté le timing. Et on va conclure avec EDF. On a parlé tout à l'heure avec GRDF et on va voir du côté d'EDF l'impact effectivement des nouvelles dispositions sur le fonctionnement. Oui, alors je dirais déjà bonjour à tous, bonjour à toutes. Je dirais tout simplement que tout ce que l'on a vu ce matin, tout ce que l'on vient de voir sur cette table ronde, eh bien, EDF est au cœur de ces sujets d'actualité, de ces sujets d'innovation et de transformation. Il faut juste rappeler ce qu'est EDF. Je pense que ça parle à tout le monde. On est présent sur l'ensemble des métiers de la production d'électricité, des métiers de réseau, des métiers de service aux clients, de vente. Et donc, à ce titre-là, sur l'électricité, mais aussi sur les autres énergies, sur le gaz en particulier. Que cela fait 70 ans, ce matin, on évoquait l'âge de certaines de grandes institutions. Bien, 70 ans qu'EDF existe. Et en fait, des évolutions technologiques, des évolutions et des innovations, on en a connu de toutes les époques qu'a vécu EDF. C'est clair que depuis quelques années, on vit effectivement un grand séisme. Il a été rappelé largement depuis ce matin. Les évolutions liées à la transition écologique impactent énormément l'énergie vers une transition énergétique. Et le numérique, évidemment, est un outil, est un support, est un soutien à cette transition écologique et énergétique. Et donc, ce qui a été dit impact sur tous les métiers EDF, notamment tout ce qui peut être la production, et je pense en particulier aux productions des énergies renouvelables, tout ce qui est autour de l'évolution des réseaux intelligents, les smart grids, tout ce qui est autour, bien sûr, des nouvelles formes de consommation, et puis évidemment du pilotage de l'efficacité énergétique. On s'associe complètement au point qui a été évoqué, par exemple, sur l'aide au paiement des factures, l'aide à mieux utiliser l'énergie, notamment lorsqu'on est en situation de précarité énergétique. Bref, voilà, on voit bien que aussi les questions de stockage qui ont été évoquées, toutes ces questions sont au cœur de nos réflexions et au cœur de l'innovation dans laquelle EDF se situe. Alors on travaille activement ces questions, mondialement bien sûr. Je reprendrai ce qu'évoquait Christophe Reinert ce matin, le directeur d'EDF Innovation, qui a évoqué notamment la présence de la R&D en France et dans le monde, plus de 2000 chercheurs. On l'a dit, on est présent à San Francisco, à Pékin, de multiples endroits d'Europe. On travaille également avec l'ensemble des acteurs qui mondialement réfléchissent à ces évolutions. Je voudrais revenir sur la région parce que finalement, aujourd'hui, on est aussi dans un événement qui est quand même d'abord un événement Grand Est et c'est une très belle chose de voir du reste merci à Marie, ce regroupement des réflexions, des énergies, on peut le dire comme ça, sur ces questions d'évolution numérique pour le futur. Donc EDF en région, je rappelle juste quelques chiffres, c'est 11 000 personnes sur la région, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement. On est le premier investisseur industriel de la région et on est aussi un acteur extrêmement intégré dans l'écosystème de l'innovation. On travaille évidemment avec tous les partenaires sur cette question. On travaille avec les pôles de compétitivité. Je salue la présence de Thierry Jean, avec qui je travaille quasi au quotidien au sein de Materalia sur ces questions. Mais on travaille aussi avec le pôle Fibre Énergie Vie, on travaille avec Véhicules de Futur. On travaille aussi
de manière très étroite avec les universités, on travaille avec les acteurs du développement économique, avec les gens qui travaillent sur l'appui à la création reprise d'entreprise. Il n'y a finalement pas que les startups, mais on travaille aussi bien sûr avec les gens qui aident à faire émerger les startups. Et donc à ce titre-là, on est dans un écosystème où sur la région, sur l'ensemble des sites où on peut faire développer cette innovation, on puisse travailler. Alors c'est vrai de Mulhouse, c'est vrai de Strasbourg, c'est vrai de Nancy, c'est vrai de Metz, c'est vrai de Reims, c'est vrai de Troyes. Et puis je pourrais citer, c'est vrai d'Épinal également, c'est vrai de Charleville, vous voyez. Cette implantation locale dans l'innovation, elle démontre quoi? Elle démontre que l'innovation, ce n'est pas juste une affaire qui vient d'en haut, c'est une affaire qui émerge vraiment des territoires. Et on travaille beaucoup sur ces questions d'innovation territoriale, d'écologie territoriale, même c'est une question qu'on a en commun avec l'ADEME, parce qu'on a cette conviction que l'intelligence, elle n'est pas que dans les Silicon Valley, elle n'est pas que dans nos grands centres de recherche, elle est aussi sur chacun des territoires locaux. 3 exemples rapides, et je tourne la page pour ne pas oublier de détails, car ils sont importants. J'ai cité Materalia, on travaille sur le Living Lab avec Materalia, et une société, une start-up avec qui on a développé des projets comme Technisonic, qui travaille dans le domaine nucléaire. C'est évidemment un grand champ de recherche, le nucléaire. On travaille aussi avec Usine du Futur. On s'inscrit dans la grande opération du tuba qui est en train de se développer sur Mulhouse. Et puis on travaille également avec Fibre Énergie Vie. On a travaillé sur le BIM. On a été un des acteurs de la création de la maquette numérique au service de la rénovation énergétique dans les bâtiments. Très rapidement, pour respecter le timing, non seulement on travaille avec les startups, non seulement on travaille à les aider, à nous aider, mais à les aider également à émerger, à créer un business, mais on cherche aussi à les valoriser. Donc ça a été dit ce matin par Christophe Reinert, je réinsiste, on a un grand événement national qui s'appelle EDF Pulse, qui est une marque autour de l'innovation pour EDF. C'est aussi un challenge et un concours. Donc j'invite l'ensemble des startups qui sont ici présentes à venir concourir. Plus de 600 projets ont été ainsi labellisé dans le cadre de ce concours EDF Pulse, et le concours est lancé cette année. J'invite, là aussi je fais comme Franck, j'invite les startups qui seraient prêtes à concourir, soit venir sur notre stand, soit venir me voir, pour que l'on puisse tout de suite enregistrer leur candidature. Voilà, exemplaire sur le fond et la forme. Exemplaire sur le fond et la forme. Merci à vous.